Ces documents existent. Il est archivé. En décembre 1960, un homme signe une lettre. Il demande qu'on livre les lieutenants de Lumumba à leurs ennemis les plus féroces pour leur faire subir, je cite, un châtiment exemplaire. Cet homme s'appelle Étienne Tshisekedi. Et parmi les condamnés figure Jean-Pierre Finan, le père d'une petite fille de 6 ans. Une petite fille qui s'appelle Elisabeth. Cette petite fille va grandir. Elle va devenir l'une des voix les plus puissantes d'Afrique. Elle va chanter sur les plus grandes scènes du monde. L'Olympia, les Carnegie Hall, les Royal Albert Hall, et elle va chanter les louanges du régime qui a tué son père. Pas sous la menace d'une arme, devant 80 000 personnes, avec James Brown dans la salle. Aujourd'hui, les archives, les témoignages et les documents racontent cette histoire, une histoire que la mémoire congolaise a choisi d'oublier. Et à la fin de cette vidéo, tu ne pourras plus jamais écouter un seul de ces titres de la même façon, parce qu'il reste une question que personne n'a osé poser. Est-ce qu'elle avait le choix? Qui était vraiment cette femme avant qu'on la connaisse? Avant qu'elle soit à Betty, elle était Elisabeth Finan, née le 9 novembre 1954 à Stanleyville. Son père, Jean-Pierre Finan, est un homme rare, fils d'une mère zindé et d'un père belge. Un homme exactement à la frontière de deux mondes. Et c'est précisément pour ça qu'il devient indispensable au mouvement lumumbiste. Il parle les deux langues. Il connaît les deux cultures. Il comprend les deux systèmes. En 1960, il devient le premier président de la province orientale à l'accession du Congo à l'indépendance. Vice-président du MNC, le mouvement national congolais de Lumumba. Il siège aux côtés de Patrice Lumumba à la table ronde de Bruxelles. Cet homme est un pilier et il va être brisé. Voilà les premiers faits que vous devez garder en tête. Elisabeth Finan n'est pas simplement la fille d'un militant. Elle est la fille de l'un des architectes de l'indépendance congolaise. Ce que la plupart des biographies ne vous disent jamais, Jean-Pierre Finan jouissait de l'immunité parlementaire. Il était protégé par la loi internationale. Quand le colonel Joseph Désiré Mobutu ordonne son arrestation en octobre 1960, c'est une violation délibérée de la légalité. Et les Nations Unies le savaient. Le président du Sénat, Okito, avait écrit 2 lettres à Dayal, chef de la mission onusienne, pour dénoncer l'illégalité de la détention, pour réclamer la libération d'un homme couvert par son immunité. Les Nations Unies n'ont rien fait. Ces lettres existent dans les archives. Elles restent quasiment inexploitées. Elisabeth a 6 ans quand son père est arrêté. Elle en aura 7 quand il sera mort. Mais qui décide exactement de la mort de Jean-Pierre Finan? La réponse est plus complexe et plus troublante qu'on ne l'a jamais dit. Pourquoi ces moments précis a tout changé? Les 13 et 15 février 1961, Jean-Pierre Finan est assassiné à Bakwanga avec 6 de ses compagnons. Christophe Muzungu, Emmanuel Nzunzi, Jacques Fataki, Camille Yangara, Pierre Elengesa, Joseph Mboui, tous proches de Lumumba exécutés lui-même le 17 janvier précédent. La chaîne de responsabilités que les biographies populaires n'expliquent jamais clairement. Mobutu, il ordonne l'arrestation et les transferts. Tshisekedi père, commissaire à la justice du collège des commissaires institué par Mobutu lui-même, signe la lettre. Cette lettre demande à Kalonji d'accueillir les lieutenants du crapaud. C'est le mot utilisé dans les documents pour désigner Lumumba, aux fins de leur faire subir un châtiment exemplaire. Et Kalonji, il exécute 3 hommes, une seule mort. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur la suite. 30 ans plus tard,
C'est la famille de Tshisekedi, Félix Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, qui produira un documentaire officiel pour réhabiliter la mémoire d'Abeti Masikini, sans jamais mentionner la lettre, sans jamais prononcer les noms du père. Mais ça, on y revient. La famille Finan se retrouve à Kinshasa après 1961, les enfants du martyr, dans la ville du régime. Dans les rues, les hommes portent l'abacoste, ces costumes zaïrois sans cravate imposés par Mobutu comme symbole du recours à l'authenticité. On efface les prénoms européens, on adopte les noms africains, on recouvre l'histoire. Les pouvoirs dessinent les identités. Et c'est exactement dans ce système que Elisabeth Finan va construire la sienne. Parce que les premiers emplois d'Elisabeth après ses études, c'est là que tout devient vertigineux. Qu'est-ce que personne ne t'a dit sur cette période? Après les baccalauréats, Elisabeth Finan décroche un poste. Elle travaille comme secrétaire au bureau du ministre de la Culture. Ce ministre s'appelle Pierre Mouchete. Il est l'un des architectes culturels du régime mobutiste, un homme qui met en œuvre la politique de l'authenticité. Ces programmes par lesquels Mobutu impose aux Congolais de rejeter leurs noms chrétiens, leurs costumes occidentaux, leurs références coloniales. Fille du martyr, le mombiste travaille pour l'idéologie culturelle du régime. Ces détails existent dans les archives biographiques. Aucune source congolaise ne les commente. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre Gérard Akwessan, un producteur togolais, manager de Bella Bello, l'une des plus grandes voix d'Afrique de l'Ouest. Il la découvre à Kinshasa et lui promet de revenir la produire. Il y reviendra. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. En 1971, cette jeune femme de 17 ans, qui s'est vieillie de 3 ans pour être prise au sérieux, abandonne les noms Finan, elle prend les noms de sa mère. Elle devient Abeti Masikini. Et voilà l'ironie que personne ne dit à voix haute. Ces changements des noms, c'est exactement ce que demande la politique de l'authenticité de Mobutu. Les régimes voulaient que les Congolais abandonnent les patronymes européens. Elisabeth Finan obéit. Elle abandonne les noms belges de son père, ses pères que les régimes a tués, et prend les noms africains de sa mère. Elle entre dans les systèmes par la porte que les systèmes lui ouvrent. Et c'est par cette porte qu'elle va traverser le monde. En 1972, elle est au Nigeria pour une tournée. Dans un studio d'enregistrement de Lagos, elle croise Fela Kuti. Ils collaborent dans le même studio. Aucun titre commun documenté n'a émergé de cette rencontre. La lacune est totale et troublante. Deux des génies musicaux africains de leur génération dans la même place, dans la même pièce, à ce moment précis, et l'histoire n'en a gardé aucune trace. Le 19 février 1973, l'Olympia de Paris, premier concert africain féminin dans cette salle mythique. Les récits officiels zaïrois parlent de triomphe absolu. La réalité révélée par le musicologue Gary Stewart est plus nuancée. Elle était souffrante ce soir-là. Elle a joué discrètement. Le mythe du triomphe total a été construit après coup, amplifié par les médias zaïrois, entretenu par sa propre gestion de l'image. Ce n'est pas anodin, ça révèle un système de mystification qui accompagnait tous les artistes zaïrois sous Mobutu. On fabriquait la légende en temps réel. À Kinshasa, pendant ces temps, on ne s'intéresse pas à elle, son accent swahili, ses influences éclectiques, trop piaf, pas assez rumba lingala. La classe dans la catégorie des chanteuses étrangères. Elle remplit l'Olympia, le Carnegie Hall, sa propre capitale ne veut pas d'elle, à l'exception d'un seul homme, Franco, les grands maîtres du TP OK Jazz, les seuls artistes congolais qui la défendent ouvertement. En 1979, ils enregistrent ensemble.
Les premiers titres cartonnent sur les deux rives du Congo. Kinshasa commence enfin à l'entendre. Mais avant cette réconciliation, bien avant, il y a 1974. Et 1974 est l'année où tout ce qu'on croit savoir sur Abeti Masikini s'effondre. Les stades Tata Raphaël Zahir 74. Mobutu a compris quelque chose que peu de dirigeants africains saisissent à l'époque. Les sports et la culture sont des armes diplomatiques. Il finance les combats Ali Foreman, il fait venir James Brown, il place ses artistes congolais en ouverture et parmi eux, Abeti Masikini. Ces soirs-là, elle chante devant 80 000 personnes et les plus grandes stars noires américaines de leur génération. Et elle dit en direct sur scène face au monde ces mots. « Quand vous rentrerez au pays des Blancs, dites à nos frères qu'ici il y a un homme qui lutte pour la dignité de tous les Noirs. Et cet homme, c'est notre cher Mobutu Kukumbendu Wazabanga. » Ce n'est pas une rumeur. L'audio est archivé. C'est la compilation Zahir 74, The African Artist. Les deux Mobutu Praise Songs, Abeti Masikini, sont tracés, documentés, vérifiables. La fille du martyr des Bakwanga présente les successeurs de ceux qui ont tué son père comme les champions de la dignité africaine devant James Brown. Et là, il faut poser la vraie question. Parce que la question facile, c'est comment a-t-elle pu? La vraie question, c'est avait-elle le choix? En 1974, au Zaïre, les artistes qui refusent de chanter Mobutu sont écartés des scènes officielles. Zaïre 74 est une opération d'État. Pour y participer, pour se retrouver sur cette scène devant le monde entier, il faut être en grâce avec les régimes. Et pour être en grâce, il faut chanter. Certains appellent ça de la collaboration, d'autres appellent ça de la survie. Et voilà ce que le calendrier révèle. En 1975, 12 mois après les chants de louange à Zaïre 74, elle sort Kilikibamba, une chanson qui critique l'authenticité de Mobutu. La même année, Bisobasi, Nous les femmes, qui dénoncent le machisme et censurée par les autorités zaïroises. La même femme, la même année, elle chante pour Mobutu en public et Mobutu censure ses chansons en privé. En 1976, sa carrière décline. Une nouvelle voix monte, Pongo Love. Son manager la pousse à accepter un concert commun au Ciné Palladium. Ces soirs-là, dans cette salle de Kinshasa, deux femmes, dont les pères ont chacun été emportés par la violence politique congolaise, se retrouvent sur la même scène. La rivalité sera longue et musicalement documentée. Abeti sort Bilanda Landa, une suiveuse, pour signifier que Pongo Love n'est qu'une imitatrice. Pongo répond avec Koba, continue, chargé d'amertume. Les fans prennent parti, les managers alimentent. Mais dans la mémoire de la diaspora en France, en Belgique, les deux femmes sont devenues une figure jumelle, deux orphelines de la violence politique des années 60. Ces récits romantiques effacent les aspérités. Elle efface aussi les questions qui dérangent dans un pays qui a tué leur père. Comment deux femmes survivent-elles dans l'industrie culturelle sans se compromettre? La réponse d'Abeti, elle la révèle en 1990. Et cet épisode de 1990 change la lecture de toute sa vie. Et là, si vous reprenez toute sa trajectoire depuis les débuts, vous voyez quelque chose que vous n'aviez pas vu. Abeti Masikini a passé sa vie entière dans des systèmes qui l'enfermaient. Les régimes de Mobutu qui tuent son père, la politique de l'authenticité qui lui impose un nom,
l'industrie musicale zaïroise qui conditionne son accès aux scènes à sa loyauté au régime, la censure qui lui interdit de chanter les femmes et finalement un hôtel de Pékin en juin 1989 où des soldats dispersent une révolution dans les champs pendant qu'elle est reconduite dans sa chambre. Elle a toujours été assignée au silence. Elle a toujours trouvé une façon de parler quand même. Je suis fâché, certifié disque d'or. En 1986, Keleki Bamba, Bisobasi, des chansons qui portent la colère au fond de leur mélodie, des textes qui glissent la critique là où la censure ne regardait pas. Dans les rythmes, dans la danse, elle avait compris quelque chose que ses censeurs n'avaient pas compris. Les pouvoirs écoutent les paroles, mais les sens passent dans la musique. Elle meurt le 28 septembre 1994 à l'hôpital des Villejuifs. Elle a 40 ans, cancer du côlon, 4 enfants et une discographie dont les droits d'auteur ne seront jamais perçus de son vivant. 30 ans après sa mort, ses droits ne sont toujours pas payés. Sa fille aînée, Yolande Masikini, portait ses dossiers depuis des années auprès de la Sénéca de la Sokoda en 2022. Les démarches étaient sur le point d'aboutir. Yolande meurt à Montreuil. Au début de cette même année, les dossiers tombent, les droits restent dans les limites. Qui a perçu quoi illégalement pendant 30 ans? Aucune source ne l'a jamais documenté. L'histoire d'Abeti Masikini, c'est l'histoire d'une femme qui a survécu à un système en devenant une partie de ces systèmes, pour mieux les subvertir depuis l'intérieur. C'est l'histoire du Congo tout entier, un pays qui a appris à sourire au visage du pouvoir qui l'a blessé, parce que c'était la seule façon de continuer à exister, à chanter, à transmettre. C'est l'histoire de toutes celles qui ont dansé sous des drapeaux qu'elles n'avaient pas choisis et qui ont glissé leur vérité dans les rythmes, là où la censure n'est regardée jamais. Ces droits ne sont toujours pas payés. Ces archives risquent de pourrir à la RTNC. Son père n'a pas des tombes connues, mais sa voix, elle, est toujours là. Et maintenant, tu sais pourquoi elle chantait comme elle chantait. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire et surtout de laisser un j'aime et de partager la vidéo pour permettre au monde entier de connaître cette histoire fascinante. À bientôt.